Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Julien Kitty, on peut y aller? Oui, on peut y aller. On peut y aller? Oui. Peut-être peut partir, parce que là, vous avez encore la tête solidement tournée vers votre papier et votre portable. Oui, mais écoutez, je ne suis pas né dans le numérique et j'ai juste voulu faire autrement que mon doyen père à son âme, Alain Chaudaton, qui pendant qu'il était encore à la retraite, il y a quelques années, je m'en suis rendu compte après de sa mort. On lui demandait à Atlantique FM qu'est-ce qu'il pensait de la nouvelle génération. Il disait chers jeunes, chers enfants, je ne sais pas taper sur le clavier d'un ordinateur, je n'en sais rien, je n'ai pas non plus pour ambition d'en savoir quelque chose, mais prenez-moi au seuil de ma tombe, amenez-moi sur la main courante d'un stade de football, dites-moi le décrit ce qui se passe sur le terrain, ouvrez-moi l'antenne et vous vous rendrez compte assurément que je suis journaliste. Et je le resterai jusqu'à mourir. Je retiens ça comme c'est cette. Et comment le cadavre pourra-t-il s'y prendre pour décrire il tout a ce qu'il bien dit verra? au seuil de sa tombe, il considère peut-être que c'est au moment où on va le mettre au tombeau. Peut-être qu'il se disait, il ne considère peut-être pas le temps qui court entre son dernier souffle et le jour où on fait la formalité de le mettre à la morgue, parce que en plus, on ne fera pas ce débat. Mais dites-moi, à quoi ça sert quand vous ne respirez plus, qu'on vous garde dans un machin qu'on appelle la morgue, comme si vous étiez du poisson mis au frigo, pour vous inhumer votre corps après. C'est simplement pour besoin d'exposition et de commodité, de convenance établie par les êtres humains, ceux qui, peut-être, pendant que vous étiez en train de faire vos derniers soubresauts, ne se sont véritablement pas occupés de vous. Donc je suis d'accord en d'autres termes, vous ne pouvez pas vivre sans le portable aujourd'hui. Mais oui, parce que vous m'avez rendu, je dis pas vous, Peggy, la nature, le moment, m'a rendu dans une addiction pratiquement avec le portable, parce que dans ce petit portable, on a mis ce que je m'assois devant le petit écran pour regarder sur toutes les chaînes de télévision, pour peu que j'ai suffisamment de connexion. On a mis dans ce téléphone le système de remplacement de toute cette stratégie qui permettait de réchauffer la communauté, la vie communautaire. Sous l'arbre à palabre, ça disparaît à une vitesse de croisière, parce que par un groupe WhatsApp, je peux avoir l'impression d'être dans une communauté. D'ailleurs, on parle de communauté virtuelle. Vous voyez, sur une page Facebook, je peux avoir des millions de personnes qui me parlent instantanément. Je peux déclencher. Revenez. Voilà, je peux revenez. déclencher. On va devoir y aller. Voilà. Merci vous beaucoup. Comprenez que jusqu'au seuil de l'ouverture de votre émission, vous y étiez. Je suis donc là, parce que là encore, j'en aurais fini. L'actualité, contrairement à il y a beaucoup d'années derrière, va à la vitesse de croisière, à la vitesse des rayons du soleil. À la vitesse de la lumière. C'est à la limite, à chaque seconde, que ce que vous venez de lire ici tout à l'heure peut changer. Donc le sujet que vous allez annoncer et sur lequel je suis appelé à professer ma foi, peut changer. À juste analyser. À juste analyser. Oui. Non, pas discipline intellectuelle, j'accepte votre expression, mais tout compte fait, il faut déjà que, vu que vous faites une profession où il m'a été dit, j'ai eu la faiblesse d'y croire, que les faits sont sacrés, le commentaire est libre, il faut bien que si la seconde... Vous en avez été édifié. Si la seconde d'avant le démarrage de votre émission, les faits changent, il faut bien que j'en sois au fait
pour bien faire une analyse acceptable dans votre prestigieuse émission. Merci beaucoup. Merci prestigieux personnage. Allez, face à vous, Ishola Digui, ça fait un bout de temps, on l'a eu. Ishola, bienvenue chez vous. Je vous salue, Monsieur Peggy Ludovic Dagba. Je salue également avec commodité, déférence vos auditeurs, tous ceux qui nous suivent actuellement. C'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je suis revenu dans la maison. Et tout à l'heure, nous allons débattre d'un certain nombre de sujets qui dominent l'actualité, qui gouvernent, n'est-ce pas, l'actualité en ces moments-ci. Donc voilà, je suis suspendu à vos préoccupations. Mes préoccupations sont les vôtres aussi, puisque vous avez suivi l'actualité comme moi. Vous avez le choix. Aujourd'hui, c'est un privilège que je vous accorde. Je suis gentil. Est-ce que vous souhaitez qu'on démarre par l'international ou par le national? Parce que c'est deux sujets importants. Un, à l'inter, et un, même si l'inter a une bonne part ou bonne prise sur le Bénin aussi. Bon, comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aurais, n'est-ce pas, aimé que nous commencions, n'est-ce pas, par opiner sur les sujets d'actualité qui dominent, n'est-ce pas, l'actualité nationale, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, nous allons en débattre de long en large. Mais le deuxième sujet n'est pas non plus loin du Bénin, puisque le Bénin fait partie intégrante. Si vous voulez, je vous le souffle. C'est la Troïka. Le thème a commencé depuis un moment. C'est le ministre béninois, en fait, des Affaires étrangères qui l'a utilisé, en tout cas pour moi. Et comme c'est l'une de ses toutes premières prise de parole au plan national, depuis qu'il est devenu ministre, la chose a retenu l'attention de pratiquement tout le monde. Mais comme vous le voulez bien, on va laisser ça d'abord, on va y revenir et parler d'abord, en fait, de l'actualité nationale. Et c'est bel et bien les démocrates qui sont sous les feux de la rampe, tournoyés, rudoyés un peu, on va dire, par les confrères. Est-ce que vous avez eu quand même l'impression? Bon, je sais que c'est vrai que je ne partage pas la même opinion que vous, mais je peux dire, en expertisant un tout petit peu les différentes publications qui sont faites ça et là, que les démocrates sont dans leur rôle. Quoi qu'on dise aujourd'hui, je ne les vois pas donner suffisamment d'estocade au pouvoir. Ah oui, je les vois. Ah bon? Oui. Oui. Apparemment, vous n'avez pas suivi, la mouvance présidentielle lors de sa dernière prise de parole au cours d'une conférence de presse, qui a été organisée par, je crois, l'Union progressiste, le Renouveau, Akhenaton, qui était vraiment en pole position. C'est lui qui, quand même, a fait la déclaration et franchement, c'était le ras-le-bol qu'il criait face aux différentes positions, face aux agissements, franchement, qu'il ne comprenait plus au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre davantage? Je crois que chacun dans son rôle. Les démocrates sont dans leur rôle et les mouvanciers sont dans le leur. Donc, chacun exploite son canal. Chacun est dans les starting blocks et exploite les différentes artilleries qu'il dispose, qu'il a à son actif, et puis les exploite comme bon lui semble. Les exploite également comme selon la stratégie qu'il met en place. Dans le cas d'espèce, je crois que les démocrates sont dans leur rôle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Et comment sont-ils dans leur rôle? Est-ce que être dans son rôle, c'est empêcher quand même d'aller de l'avant? C'est comment dire, refuser de prendre ce qu'on a finalement, après injonction acceptée? Bon. Non. C'est comme je l'ai dit, ils sont toujours dans leur rôle. On ne doit pas avoir l'impression qu'ils ravalent leur vomissure. Ils sont des légalistes, comme ils ont dit. Là, ils sont des démocrates. Ce qu'ils ont fini par faire cette semaine. Oui, ils l'ont dit. Ils auraient pu le faire il y a longtemps. Accepter, puisque vous savez que vous êtes numériquement battu. Alors pourquoi voulez-vous tirer, chercher la petite bête, et chaque fois tirer le drap de son côté?
Et la Cour a été obligée de prendre ses responsabilités. Non, est-ce que c'est une prise de responsabilité? Moi, je ne le vois pas. Ma lecture, je ne la vois pas sous cet angle à partir du moment où nous avons hérité d'une certaine tradition en la matière. Hier, on avait une minorité à l'Assemblée et on voyait comment la majorité faisait à chaque fois de petites concessions à la minorité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'était entre eux, c'était entre le BR et l'UP, c'était les frères Germain. Et comme ça arrive souvent à la maison, le grand frère cherche noise au petit frère, le petit frère aussi va réagir d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, ceux qui parlent de plusieurs minorités à l'Assemblée nationale se rendent compte maintenant qu'il y a une vraie minorité et puis il y a peut-être une minorité. Bon, Julien Kitty est là, j'espère que il ne m'entend pas. Non, il y a pas plus. Non, soyons clairs. Il n'y a pas plusieurs minorités. Moi, j'ai même dans mes analyses, en faisant un petit feedback vers les élections passées, je vois même que cela a été glissé exprès à dessein, n'est-ce pas, pour semer la zizanie, semer de l'embrouille après. Et aujourd'hui, nous y voilà. On parle de deux minorités, alors que la vraie minorité est là. Les autres sont mouvanciers. À partir de ce moment-là, on ne peut pas les considérer comme étant donc on pourrait avoir plusieurs majorités. Non. Bon, on peut avoir plusieurs majorités, mais dans le cas d'espèce, je dis, la vraie minorité est là, c'est l'opposition, qui est plus radicale, c'est les démocrates. Mais que les BR ou le bloc républicain, ses membres commencent par s'agiter, moi je vois ça comme étant de l'agitation stérile. C'est juste pour semer de l'embrouille, de la zizanie. Est-ce que c'est stérile? Parce que la Cour vient de les suivre quand même dans leurs prétentions. Non, est-ce que la Cour les a suivis? Je crois les démocrates l'ont dit. La Cour ne les a pas suivis. La Cour a fait tout simplement, a joué aussi son rôle. Même si, par moment, on peut, n'est-ce pas, chacun à son niveau, faire ses analyses et aller dans le sens contraire de ce que la Cour a dit, le verdict de la Cour, il revient, n'est-ce pas, à chacun d'en faire sa religion et de voir, n'est-ce pas, pour la suite, ce qui adviendra. Donc voilà un peu ce dont il s'agit. Oui, c'est ça. Donc les démocrates sont dans leur rôle. Oui, bien sûr, ils sont dans leur rôle. Je veux voir si votre vis-à-vis est de votre avis. Julien Kitty, Ishola Digui qui pense quand même que, les démocrates peuvent continuer par faire, sinon ils n'ont même pas encore fait ce qu'il faut à son avis, à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas s'ils n'ont pas encore fait ce qu'il faut, puisque c'est dans leur tête et dans leur tripes que ça se passe, c'est à eux de décider. Mais j'opine sur ce que j'ai déjà vu dans leurs faits et gestes pour le moment. J'estime et j'affirme également qu'ils sont dans leur rôle d'opposants au régime, mais après, sur chaque acte qu'ils posent, donc cas par cas, on apprécie. Et vous savez, ma religion, lorsque je veux apprécier un acte posé par Je sais que vous êtes animiste à la base. Non, je suis légaliste d'abord. Je ne sais pas ce que vous mettez dans animiste. C'est vous qui êtes dans votre fétichisation de mes propos. Mais non, moi je vous dis... Nous sommes d'abord culturels. Mais c'est un autre débat. Il n'est pas le nôtre aujourd'hui. D'accord. Permettez-moi donc de dire que je suis légaliste. À chaque fois que les démocrates vont poser un acte, comme d'ailleurs les partis de la mouvance présidentielle, je regarderai l'acte à la lumière des lois, de l'arsenal juridique dans notre pays, en vigueur dans notre pays. Alors, si c'est de leur droit que de critiquer l'action du gouvernement, que de poser des questions, de contrôler l'action gouvernementale, que de dire nous sommes lésés dans la redistribution des positions dans les instances nationales et internationales où des députés représentants de tel courant ou tel autre courant politique doivent se représenter. Mais après, il faut se réjouir de ce que notre appareillage institutionnel a prévu, la haute juridiction qui est la Cour constitutionnelle, et les démocrates ont bien fait de ne pas utiliser des moyens illégaux. Ils se sont adressés à la Cour constitutionnelle, donc ils ont fait un recours et la Cour a statué là-dessus. Ils savent très bien que même si
ils peuvent se permettre à un moment donné de notre processus démocratique. Nous avons, après analyse juridique et judiciaire, conclu que les décisions de la Cour constitutionnelle peuvent faire l'objet de commentaires de citoyens, mais qu'elles restent sans recours. Et donc, de ce point de vue, non seulement les démocrates, ils se sont permis les commentaires qui pouvaient se faire, même si je ne suis pas d'accord avec la terminologie utilisée, qui désacralise, qui concourt à désacraliser la Cour constitutionnelle également, parce que ils disent que la Cour, il y a connivence entre la Cour et les partis de la mouvance présidentielle, leurs adversaires de la mouvance présidentielle. Mais bon, on peut leur rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que c'est cette Cour constitutionnelle, même si les hommes ont changé, et qui leur a donné, pendant qu'on s'y attendait le moins, le droit de participer aux élections législatives. Donc, il leur a permis, même contrairement aux autres formations politiques, de ne pas voir tous leurs candidats respecter les règles fiscales, mais bon, trouver que la manière dont la Direction générale des impôts a géré leur dossier, il y avait faute de ce côté, et donc il faut leur permettre d'aller aux élections. Ils ne seraient pas allés à ces élections-là. Les hommes ont changé au sein de cette Cour. Oui, mais en ce moment, on a célébré la Cour constitutionnelle, mais la Constitution, aussi bien la Constitution du Bénin que tout l'arsenal juridique béninois, et que même nos principes qui tombent dans la tradition juridico-politique dans notre pays, tout cela nous conduit à dire que, eh bien, à la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas les hommes qui comptent, c'est l'institution qui compte, puisque c'est l'institution qui porte la responsabilité des décisions prises. Et c'est pourquoi quand on parle de la jurisprudence, on parlera de la Cour constitutionnelle et non d'un individu. Tout au plus, pour utiliser un terme générique, on utilise le nom du président de la Cour constitutionnelle du moment pour dire la Cour Diogbenou, la Cour Olo, la Cour Dossou, la Cour, le nom du président de la Cour constitutionnelle passé, dont je ne retiens jamais la prononciation. Amouda Razak. Amouda Razak. Je finirai par le rencontrer un jour pour lui dire qu'il me bénisse pour que je sache répéter son nom. Non, bref, c'est pour vous dire que ça les arrange aujourd'hui de dire que la Cour constitutionnelle est de connivence avec la mouvance présidentielle, mais bon, la mouvance présidentielle aussi, les partis de la mouvance présidentielle avaient aussi soupçonné les démocrates d'avoir bénéficié de la passivité bienveillante de la Cour Amouda pour être autorisés à participer aux élections. Donc bref, mais ensuite les démocrates, ils ont fait quelque chose de bien qu'il faut saluer dans le jeu démocratique, c'est qu'après avoir critiqué, après avoir commenté la décision de la Cour constitutionnelle, après avoir dit à leur sens, eux, que la Cour s'est alignée sur la position des mouvanciers, eh bien, ils se sont exécutés. Ils ont désigné leurs représentants dans les commissions, je crois, et dans les instances régionales, sous-régionales et puis internationales où le Parlement béninois devrait être représenté. Je pense que c'est un acte de démocrate bon teint, mais pour moi, en politique... Donc, ils portent bien leur nom. Oui, bon, voilà. C'est des démocrates. Jusqu'à ce ils sont démocrates dans l'âme. Après avoir contesté, ils savent quand même qu'il faut se conformer parce que l'arbitre a sifflé. Je les félicite sur le coup. Mais bon, sur le fait qu'ils se soient conformés, je partage pas leurs commentaires, mais pour s'être exécutés, ils se sont montrés bons démocrates. Mais si 24 heures après ils se comportent comme de parfaits despotes ou d'illusionnistes, je vais également le dire très clairement pour dire. Donc c'est cas par cas que j'étudie leur comportement et je dis ouais. Ils ont respecté la démocratie béninoise ou ils l'ont pas fait. Donc pour moi, ils sont dans leur rôle, comme il a dit, mon vis-à-vis. Et même si je ne partage pas toujours certains pans. Lui, il pense qu'ils n'ont même pas encore fait ce qu'il faut. Oui, mais c'est son droit également de penser ça. Pour la contestation au sein de l'hémicycle. Non, c'est leur droit le plus absolu également. Ça veut dire que mon vis-à-vis, quand il fait son analyse, il estime que aujourd'hui, dans le débat politique public, il pense que le principe du point de vue du principe contradictoire, il pense que il voit le verre vide à moitié, et moi je le vois à moitié plein. Tout compte fait, le verre, il n'est pas totalement plein. Et d'ailleurs, l'idéal, l'atteinte d'un idéal est une quête permanente.
Ce n'est pas parce que depuis 1990, nous sommes dans le renouveau démocratique et nous sommes célébrés un peu partout que nous devons dormir sur nos lauriers. Et la représentation nationale, de par sa configuration, de par les débats passionnés qui s'y mènent, eh bien, c'est l'expression, c'est le baromètre de la santé de la démocratie. C'est pourquoi je suis contre ceux qui veulent qui préconisent. J'entends des gens très sérieux, a priori, dire que il faut qu'on dise aux députés que non, il faut jamais qu'il y ait des joutes verbales, il faut jamais que ça tire, on tire les choses de son côté, il faut s'entendre autour du développement. Même le chef de l'État n'a pas demandé ça. D'exprimer vos points de vue. Déjà, il faut se réjouir que notre Parlement ne nous offre pas des spectacles du genre on prend les chaises pour se frapper et on donne des coups de savate à des députés enceintes. On s'attrape l'école. Voilà, comme on l'a noté au Sénégal, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Non, ce n'est pas le cas. Même au Nigeria récemment. Voilà, j'ai pas entendu des députés s'insulter enfants bâtards. Je n'ai pas entendu dire totoyom et non totoyom. Donc nous avons une certaine décence. Même si on a vu des députés mangeurs devant l'Éternel. Oui, d'arachide. Oui. Ce spectacle est encore plus intéressant. Bon, je me rappelle comme c'était hier au moment où les Tidjani Serpos, les Epiphanes Kenom, en plus de manger arachide, se transformaient en percussionnistes avec les tables de l'Assemblée nationale. Ils jouaient. Mais c'était vraiment bien. Mais c'est ça la représentation du peuple. Ouais. Il faut pas faire juste parce qu'on veut faire le spectacle. Mais quand c'est nécessaire, tous les moyens légaux, tous les moyens non violents sont les bienvenus pour que la pluralité de pensée puisse se faire à l'Assemblée nationale. Donc les 28 députés des démocrates ne sont quand même pas allés au palais des gouverneurs pour vendre la moutarde. Mais on peut être sûr d'une chose, ils sont en train d'écrire leur page de l'histoire. Mais oui, ils sont en train d'écrire les pages de l'histoire et ils le font d'autant plus que... 28 contre 109, on va dire, ou bien on enlève 28 des 109. Oui, mais on peut être même 2 des 109 et faire plus de bruit que le reste. L'essentiel, ça dépend des instruments qu'on utilise. Quand vous avez un amplificateur d'une capacité plus grande, vous pouvez être seul et faire plus de bruit que 10 personnes. Donc, c'est le bruit qu'ils font ne signifie pas forcément qu'ils sont dans l'efficacité. Maintenant, il faut donc, comme je l'exige, qu'on écoute ce qu'ils disent. Sur quel sujet ils sont en train de se prononcer. J'observe déjà qu'ils ont déjà donné plusieurs conférences de presse. Des conférences de presse, parfois, par le parti, donc au siège du parti, pour pouvoir se prononcer sur les sujets qui engagent l'avenir du pays, mais également des conférences de presse ou des déclarations de presse estampillées groupe parlementaire, les démocrates. Vous comprenez? Et c'est là où vous voyez beaucoup plus Attiadi en pole position. Quand c'est des déclarations du parti de façon générale sur certaines positions, eh bien, c'est un sujet phare. Vous voyez, on demande au porte-parole ou directeur de la communication, l'honorable Guy Mitokwe, de le présenter. Parfois, dans de grandes interviews, vous avez Éric Koundété, le président, qui après, lui, il sort, comme on le dirait dans un spectacle de revenants des Gougous, il sort comme le vaudou Naho, le grand fétiche. Et après, vous avez dans le système mobilisation sociale à travers une figure qui tracte le groupe. Vous avez le super acteur Yaïbouni. Donc, je trouve que c'est des gens qui se sont distribués les rôles et qui veulent faire parler d'eux. Mais après, est-ce que sur tous les sujets, ils ont raison de fonctionner de cette façon? Est-ce qu'ils n'en font pas beaucoup? Je peux trouver qu'ils en font déjà beaucoup parce que je ne leur trouve pas encore 75% de résultats d'efficacité. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils font mal d'essayer. Quelle efficacité attendez-vous d'eux quand ils sont seuls quand ils ont 28 face à 109 moins 28? Non, c'est vicieux, réductif, réductif, cette manière de voir les choses. C'est comme si à l'Assemblée nationale, il ne s'agit que de vote.
Non, mais, attendez. En démocratie, vous savez que c'est le nombre qui prédomine. Oui, vous pouvez avoir les meilleures idées, vous pouvez avoir les plus beaux postulats, mais si le monde n'est pas avec vous, mais ça va rester dans votre texte. Ce n'est pas mécanique. Par exemple, maintenant, pour que les démocrates se trouvent obligés de désigner leurs représentants dans les commissions et dans les instances sous-régionales et internationales, ce n'est pas un vote qui a été fait pour que les mouvanciers les dépassent numériquement. C'est un vote qui a conduit à tout ce à quoi nous avons assisté. Non. Puisque finalement, ils ne sont pas allés, qu'ils sont obligés de faire maintenant. Excusez-moi, ils ne sont pas allés en plénière, ils ont voté en termes de nombre de voix d'un mouvement supérieur aux 28 des démocrates. Non, il y a eu des désignations. Ils ont estimé que la clé de répartition n'est pas équitable, c'est pas juste. Ils s'en sont plein à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas dit votez à l'Assemblée sur les 109 pour voir la partie qui aura la supériorité numérique. Donc c'est elle qui va prendre les postes importants. Non, la Cour a dit au regard de la loi, j'estime que en ce moment précis, vous êtes condamné à accepter ce qu'on vous a donné. Mais vous croyez que c'est inutile que les démocrates se soient fait entendre? Et je pense aussi que les partis de la mouvance présidentielle représentés à l'Assemblée nationale, quand prochainement ils vont vouloir se redistribuer un certain nombre de positions dans les instances, ça va faire plusieurs réunions, ça va réfléchir comment nous faisons pour ne plus entendre le tintamarre des démocrates qui vont alerter le bas peuple pour nous dire nous sommes, comme les démocrates le disent ailleurs, nous sommes de gourmands députés qui veulent tout s'arroger. Donc les députés de l'opposition, pour moi, ils jouent leur rôle. Mais je dis c'est cas par cas que j'apprécie les actes qu'ils posent. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Une dernière question sur laquelle je veux vous entendre, vous deux. C'est vous deux, parce que là, ce nouveau concept des minorités à l'Assemblée nationale, c'est quand même nouveau. J'ai même entendu un test citer la chose. Alors moi, je reste, petit juriste, ou en tout cas depuis des années, même si je suis pas pratiquant, on me parle de majorité et de minorité. Mais ici, on parle de majorité et des minorités en présence à l'Assemblée nationale. Non, je peux vous dire quelque chose. Il faut l'étudier. Il faut étudier cette problématique sous deux angles. Si nous restons simplement à l'état de l'étude de la syntaxique, on peut dire oui, les deux expressions se valent. C'est-à-dire que on peut dire la minorité, on peut dire les minorités. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie? Attendez. Si vous me coupez à ce niveau, on va pas se comprendre. On va pas se comprendre. Écoutez-moi très bien. J'ai dit du point de vue syntaxique. Ça veut dire qu'il y a un autre point de vue. Du point de vue syntaxique, les minorités, c'est une expression qui est tolérée. Quand vous voyez les ethnologues, vous voyez les sociologues, les anthropologues, ils vont vous dire oui, il peut y avoir des minorités, d'accord, de l'influence socio-économique. Maintenant, les socio-communautaires. Ouais. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, dans le second point de vue, c'est sous le prisme de la pratique politique au Parlement béninois. Quand vous rentrez dans l'histoire du Parlement béninois, quand on a commencé par parler de minorité, on a commencé par comprendre ça par le groupe de députés élus qui représentent les courants d'opposition au régime en place. De ce point de vue, on fera sans réflexion UP le renouveau plus BR majorité. Démocrate, minorité. Il se fait que la nouveauté dans la réforme du système partisan aujourd'hui, c'est que on a eu un parlement, la 8e législature pour ne pas la nommer, qui a fonctionné avec deux partis politiques considérés comme les majeurs de la mouvance présidentielle, qui nous ont donné à voir des oppositions entre les deux partis politiques sur des intérêts donnés, sur même les mêmes sujets aujourd'hui, partage des positions dans les instances et autres. Et en ce moment, au cours de cette législature, cette 8e législature, le bloc républicain a été considéré comme la minorité.
Ce qui signifie également que le bloc républicain est considéré comme une entité à part, distincte et aux intérêts pas toujours conformes et convergents avec l'Union progressiste, le renouveau. Quand les démocrates s'y ajoutent, est-ce que quand on regarde la pratique de la 8e législature, on peut encore continuer à penser comme on pensait avant l'arrivée de cette 8e législature et avant l'arrivée des démocrates, à savoir que tous ceux qui sont de la mouvance sont classés dans un camp comme majorité et tous ceux qui sont de l'opposition sont classés comme minorité, encore que la majorité peut rejoindre le camp de l'opposition. À partir de ce moment, on s'est dit, mais il y a nécessité que les individus composant les différents courants s'asseyent pour dire, à cette étape de notre processus démocratique, qu'est-ce qui nous met d'accord? Qu'est-ce qui permet de faire les choses avec élégance? Qu'est-ce qui permet de se compliquer moins la tâche? Est-ce que le bloc républicain et l'UP Le Renouveau ne peuvent pas s'entendre pour dire nous obtenons ensemble ce qui nous revient? Nous allons nous concerter entre mouvanciers pour nous le partager, mais nous laissons les démocrates seuls gérer le statut de minorité. Ça veut dire qu'on s'en tient à l'ancienne pratique dont on a convenu. Mais qu'on a toujours eu. Très bien. Mais quand vous étudiez l'escale 8e législature, vous pouvez aussi trouver raison à ceux qui disent, à partir de la 8e législature, la minorité ne signifie plus systématiquement parti d'opposition. La minorité signifie tout ce qu'on trouve comme entité, à part celle qui a plus de députés que toutes les autres. Du coup, on considère... Donc, c'est une conception numérique. C'est une conception numérique. Oui, et qui tient compte, si on peut parler de jurisprudence, de l'escale 8e législature. Parce que, justement, le Bénin démocratique n'avait jamais eu de parlement où il n'y a que deux partis politiques de même camp politique. C'est ça la nouvelle donne. En droit, on parlera de revirement jurisprudentiel. Voilà. Donc, une fois qu'au cours de la 8e législature, le bloc républicain a été considéré comme la minorité, les membres du bloc républicain, s'ils ne veulent pas faire du sentimentalisme, ce qui est rarissime, denrée rare en politique, ils vont dire, mais pourquoi, lors de la 8e législature, vous nous considérez comme minorité? Nous sommes restés dans la même mouvance présidentielle. Maintenant, on revient à la 9e législature. Pour peu qu'un parti d'opposition nous ait rejoint, vous considérez que face au même parti qui avait été considéré comme majorité, que nous devenons majorité avec lui. Comme si, devant la loi, comme si au ministère de l'Intérieur, UP, le nouveau égale BR. Non, c'est faux. Mais on peut trouver que c'est malin de leur part de faire le raisonnement qu'ils font maintenant, parce que quand ça les arrange, Djogbenou et Abdoulaye Biotchane se voient pour défendre les mêmes intérêts. Quand c'est sur d'autres plans. Et quand ça les arrange de dire que, ah non, moi je suis BR, je suis pas UP Le Renouveau, je suis une minorité. Les démocrates constituent une minorité, ils le disent également. Bon, on dira c'est ça aussi le jeu politique. Mais pour analyser ça, il faut pouvoir prendre tous ces éléments-là pour dire, j'ai pas envie d'être lâche. En disant, en cherchant à être neutre, parce que je suis partisan. Ni neutre, ni partisan. Je suis partisan de ce jeune avocat congolais de la République démocratique du Congo, qui dans un procès fictif a parlé de la neutralité comme étant l'expression de la lâcheté, parce qu'il estime que celui qui dit vous n'avez pas tort, mais votre vis-à-vis n'a pas raison non plus, n'a pas tort non plus, il est lâche. Parce que il faut dans un débat où on ne se comprend pas que vous puissiez porter le fardeau de quelqu'un ou les passions ou les étreintes de l'autre. Il faut pouvoir dire où se trouve la règle de droit. Où est-ce que le bon sens peut nous conduire? Donc rester neutre serait une manière de dire OK, tout le monde a raison.
Mais ce n'est pas le langage des avocats. Si vous amenez ça devant le tribunal et que ça doit être discuté, les avocats des gens du bloc républicain vous diront, mais il n'y a pas si longtemps, nous étions minorité. Pourquoi vous nous aviez permis de porter ce titre? C'est deux considérations différentes, puisque la 8e législature n'est pas la 9e. Oui, mais une législature reste une législature du même Parlement. Oui, tout à fait. Ishola Djigui, votre religion par rapport à tout ce développement, malheureusement, en quelques minutes, on va dire, 2-3 minutes maximum, pour qu'on passe au deuxième sujet. Non, je vais rester formel. Hein. Je continue d'insister, de persister, de signer que les démocrates restent cette minorité que tout le monde considère comme étant minorité. Donc, on ne va pas se mettre à disserter philosophiquement sur la question. Hein. Donc, quand on rentre, par exemple, au sein de la mouvance, nous savons qu'il y a une minorité là-bas, c'est un combat entre eux. Mais ils sont tous deux de la mouvance présidentielle et défendent les actions du gouvernement. Donc, à partir de ce moment, les autres sont à l'opposé. Les démocrates, je veux dire, en termes clairs. Donc, c'est la base, c'est la minorité. Vous et moi, la minorité que nous considérons comme étant telle, à tout point de vue, la minorité reste l'opposition. Et je disais tout à l'heure que nous avons hérité d'une pratique, même à la Cour constitutionnelle, quand on se réfère aux différentes jurisprudences que nous avons eues par le passé, mais les démocrates ont quand même raison. Transposons un peu le débat à la maison, au sein de la cellule familiale. Vous êtes grand frère. Et dès que quelque chose tombe, c'est vous qui êtes là à faire le grand frère, à faire l'aîné, vous bouffez tout. Aux grandes dames de vos petits frères, ou ceux qui vous suivent. Mais qu'adviendra-t-il? Bon, un jour, il risque de se lever, de vous prendre au collet, hein, et puis vous tabasser proprement. Nous sommes actuellement dans ce cas de figure, dans ce schéma à l'Assemblée nationale. À partir du moment où ils sont lésés, écoutez, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent porter très haut leur voix. Voyez-vous? Donc, ils doivent tempêter suffisamment. À partir du moment où nous avons, aujourd'hui, je le dis de façon triviale, nous avons un pouvoir qui écoute peu. Nous avons des mouvanciers qui veulent tout bouffer à eux seuls, qui sont les maîtres du jeu et qui sont tout et tout à la fois. Donc, il est normal que... Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Non, c'est comment? C'est quand même ce que tout le monde voit. Tout le monde voit, c'est oui, différent on le voit, de ce qui se fait. Hein? C'est les faits, je me table sur les faits. D'accord? Pour opiner, n'est-ce pas, de ma position de journaliste. Donc, je ne dis rien d'extraordinaire. Je n'invente a priori rien. D'accord? Je m'attarde sur les faits. Je les analyse. Je tire la conclusion. Je fais la synthèse. Et voilà ce que j'en pense. Donc, il n'y a pas d'amalgame à faire. La minorité parlementaire reste et demeure les démocrates. Point. Il n'y a pas deux minorités. Donc, le reste, ce n'est que pour semer de l'embrouille, semer de la zizanie, et brouiller les pistes, brouiller les cartes, comme on a l'habitude de le dire. Donc, d'ailleurs, si je me réfère un peu à ce qui a été fait depuis la Sénat, tout cela devait être interpellé. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein, j'allais dire. C'est fait à dessein. À quel dessein? C'est fait à dessein. Lorsqu'on se met aujourd'hui à parler, à considérer le parti BR comme étant appartenant à la minorité, mais c'est grave. C'est suffisamment grave. Ceux-là méritent d'être interpellés. Si vous vous rappelez, mais comment les démocrates sont allés plus loin. Ils ont sollicité à voir, n'est-ce pas, un certain nombre de documents, mais c'était devenu caduc. Nous sommes dans quel pays là? Ils devaient normalement être interpellés. Oui, par les instances habilitées en la matière. Même s'il faut sortir, aller au niveau supra, il faut le faire. Et j'exhorte désormais les démocrates à se comporter ainsi. Ne pas s'arrêter à notre niveau, au niveau national. C'est comme je l'ai dit, à partir du moment où vous avez un interlocuteur qui ne veut pas vous écouter, mais
Vous devez, n'est-ce pas, vous prévaloir de toutes les stratégies, de tous les moyens dont vous disposez. Les moyens légaux. Ah oui, légaux, oui, d'accord. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Oui, c'est le cas. Les démocrates ne font rien d'extraordinaire. Ils sont dans leurs droits. Et ils utilisent à chaque fois les moyens légaux. Ils sont des légalistes, ils sont des démocrates. Et donc, après avoir critiqué, il faut respecter la décision. Donc pour vous, il n'y a pas les minorités. Au risque de désacraliser notre fétiche national. Donc pour vous, il n'y a pas les minorités, mais il y a une minorité. Une minorité, c'est les démocrates. Point barre. Merci beaucoup. Je crois que vous concluez bien ce premier sujet. Alors, Julien Kiti, on en parlait la semaine dernière, c'était sur ce même plateau, on était beaucoup plus africains. Aujourd'hui encore, la Troïka, cette notion qu'on connaissait, à l'occasion de Gorbatchev, Mikhail, encore président de l'URSS, aujourd'hui la Russie, ce concept visite nos contrées aujourd'hui pour parler des présidents Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Bola Tinubu, le tout nouveau président du Nigeria, mais également de la CEDEAO. Et le dernier sommet a créé ce comité-là pour veiller à l'étude sérieuse des questions sécuritaires sous-région. Bon, mais je pense que il faut d'abord, au-delà de la comparaison que vous faites, qui s'arrête sur l'emprunt de l'expression, eh bien, les réalités ne sont pas les mêmes. Je crois que le choix de ceux qui se rencontrent, il n'est pas anodin. Vous avez le Nigeria, dirigé par Tinubu, nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, donc ça le concerne. C'est normal que ça se passe avec lui. Le Bénin, c'est un pays limitrophe du Nigeria, contexte de réchauffement à la vitesse de croisière entre les relations des relations entre le Bénin et le Nigeria. Le Bénin de Patrice Talon, qui peut aujourd'hui forcément se dire je mérite la place à la table de discussion de ceux qui sont menacés par l'avancée des groupes djihadistes. Donc le Bénin fait partie des pays qui sont attaqués. Donc le Bénin doit en discuter. Il se fait que le Bénin est proche du Nigeria, il se fait que Tinubu, Talon, ça marche, c'est axe actuellement. Donc Baba du Nigeria s'appuie sur le dynamique président béninois pour peu que ce soit possible pour lui de parler avec les autres. L'axe Cotonou-Niamey n'est pas mal en point. Donc Bazoum, le Niger, on sait que depuis que ça a commencé, ces attaques djihadistes dans le Sahel, le Niger est au cœur, ne serait-ce qu'au registre des victimes. Donc Bazoum sera toujours, même s'il est remplacé, le Niger sera toujours au cœur de cette discussion. Si vous enlevez le Niger, vous n'aurez pas de discussion. Je pense que le Mali, le Burkina auraient été dans cette équipe-là si par ailleurs ces pays à eux ajoutés à la Guinée de Doumbouya n'étaient pas dans le collimateur de la CEDEAO, même si après Tinubu gagnerait à cesser de s'inscrire dans cette démarche classique et inopérante de la CEDEAO qui veut qu'on condamne des pays alors que ces pays sont en train de traiter désormais avec l'ONU, d'arracher même à l'ONU la décision de faire vider la MINUSMA du Mali. Donc la CEDEAO, le Mali, s'en occupe plus. Donc c'est la CEDEAO aujourd'hui qui a travaillé pour ramener le Mali, le Burkina Faso et la Guinée dans son giron. Ces sanctions qui ne tiennent pas, ces sanctions à la Ouattara, coup fort, ça ne donne pas grand-chose. Donc moi je trouve, et puis pour un peu comme tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, on associe, vous avez vu les concertations avec Oumaro Sissoko d'abord. Donc Patrice Talon n'est pas missionné sans pouvoir se référer à celui qui était le président sortant de la CEDEAO, qui a quand même pris des initiatives, même si ça n'a pas donné les résultats qu'il faut, il faut pouvoir l'écouter. Donc moi j'estime que c'est une mission qui est très intelligente, qui est opportunément intéressante, bien pensée. C'est une occasion pour Patrice également de prendre le lead. Pardon, excusez-moi, de se positionner, de positionner son pays
dans le concert des nations de la sous-région, parce que c'est pas à tout le monde qu'on confie ça. Et vous comprenez, vous avez dû sentir l'enthousiasme, la détermination du président béninois à pouvoir réussir ses missions. Mais pour quelqu'un qui, à l'origine, était opérateur économique, où ça négocie tous les jours, ça ouvre les portes les plus hermétiquement fermées, où ça dénoue les nœuds, je pense que c'est une bonne aubaine. Je m'en réjouis. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si ça va produire les meilleures réponses, les meilleures ripostes contre le phénomène, le mal djihadiste. On allait forcément y arriver. Voilà, non, je vais vous décevoir. Je vous dirai que ils sont à l'étape de réflexion. Je vous prie d'attendre. Ils sont à l'étape de réflexion. Leurs réflexions vont accoucher de stratégies. Il faut laisser ces stratégies se mettre en œuvre pour voir si les résultats sont là. Parce que avec les attaques djihadistes, ce n'est pas c'est pas les mots, c'est pas les visites, c'est les actes. Les stratégies. Voilà. D'accord. Ishola Digui? Oui, je m'en voudrais également de ne pas me réjouir, n'est-ce pas, de cette vision commune des chefs d'État de la sous-région. Et je voudrais dire que c'est plutôt le contraire qui devait, n'est-ce pas, nous stupéfaire à partir de ce moment où Patrice Talon est en train de révéler son pays sur l'échiquier international. De l'extérieur, les gens voient beaucoup ce qu'il fait. De l'extérieur, les autres présidents de la République le voient faire. Et donc, pour ce qui est en train d'être fait, la mission dont on l'a assigné, elle n'est pas extraordinaire. Je crois qu'il sera bien à la hauteur et on peut beaucoup espérer, n'est-ce pas, de ces bons offices qu'on lui a délivrés pour, n'est-ce pas, aller au front et rétablir un certain nombre de choses. Et c'est comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Kitty, le confrère, par rapport à la lutte contre le terrorisme. Évidemment, ce n'est pas une question de force. C'est une question de stratégie parce que c'est une guerre asymétrique. Donc, il ne s'agit pas d'y aller par la force pour espérer, n'est-ce pas, vaincre l'ennemi. Aucun pays, jusqu'à présent, fut-il le plus fort. Même les États-Unis ne sont pas parvenus encore à éradiquer, à enrayer totalement le terrorisme de par le monde. Donc, je ne vois pas les nôtres dans une thérapie de choc qui pourrait, n'est-ce pas, tout de suite battre KO ce phénomène. Donc, tout ce que je voudrais, ce à quoi je voudrais plutôt les exhorter, c'est de définir les bonnes stratégies. Et je vois, contrairement à leur vision, moi, à leur place, par exemple, j'aurais associé les forces. Vous savez de quoi je parle? Nos forces, n'est-ce pas, pour aller, pour peser lourd, n'est-ce pas, dans la balance. Vous parlez de quelle force? Les forces la force moderne et traditionnelle. Ah là là. Oui, il faut associer les autres. Vous ne voulez pas laisser les grands-pères, les aïeux, loin de ce combat. Ah ben oui, c'est vrai. Il faut pas négliger aussi les religions endogènes, notre chose, l'endogénité. Il faut pas négliger cet aspect de la chose, cette dimension, n'est-ce pas, de la question. Donc il faut désormais que les chefs d'État y pensent. Oui, pour pouvoir arriver à bout du terrorisme, contrairement aux Blancs, aux Yovo qui courent dans tous les sens, ils font croire que d'ici à là, ils vont enrayer le phénomène. Et ils nous disent voilà. Donc voilà ce que je pense exactement de. Alors l'aspect que je voulais sortir, c'est quand même le tout nouveau président nigérian qui là donne quand même la preuve qu'il en a dans les muscles, il en a dans la tête, et il souhaite vraiment attaquer de manière précise et, comment dirais-je, assez fulgurante cette question. Oui, c'est une démarche que moi, j'affectionne tout particulièrement. C'est une démarche que, parallèlement, je sublime aussi. Contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de personnes. Je crois que par le passé, il a vu faire Obasanjo, oui, dans son pays. Et j'apprécie beaucoup cette façon de faire, de dire à l'autre que, attention, le chemin sur lequel tu es n'est pas celui qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Donc, il faut changer de dialectique aujourd'hui. Et je vois Tinubu
dans cette stratégie, n'est-ce pas, qui est porteur d'espoir, de mon point de vue. Donc, aucun pays dans le monde ne peut évoluer en autarcie. Moi, j'ai déploré un peu le comportement, les attitudes qui ont été développées par la Guinée, le Mali et autres, parce que qui ont voulu, n'est-ce pas, aller contre aussi la CEDEAO, l'UEMOA, les institutions sous-régionales que nous-mêmes nous avons mises en place. Mais lorsque vous n'êtes pas sur le bon chemin, on se doit de vous recadrer. C'est normal. Donc, maintenant, ils sont sortis, n'est-ce pas, de ce chemin-là pour aller collaborer, solliciter des coopérations avec la Russie et autres pays. Mais où en sommes-nous? Faisons le bilan. Et c'est comment aujourd'hui? Donc, forcément, ils doivent collaborer avec leur pays, les pays voisins, collaborer avec les institutions sous-régionales afin que la lutte soit commune. La vision aussi. Et c'est, de mon point de vue, la seule condition ou l'unique condition qu'il faut aujourd'hui exploiter pour pouvoir obtenir des résultats probants sur le terrain. Donc, il s'agit d'une question de pragmatisme. D'accord. Oui. Julien Kiti, comment appréciez-vous le rôle tracteur de Tinubu dans cette affaire? Le rôle tracteur de Tinubu dans cette affaire, c'est au triple plan du triple chapeau qu'il porte. Il y a d'abord qu'il est président du Nigeria. Le Nigeria, naturellement, qu'il soit en charge de la présidence de l'exercice, en exercice de la conférence des chefs d'État, de la CEDEAO, de l'UA, eh bien, le Nigeria reste une grosse cylindrée de l'Afrique. Donc, il faut composer avec le Nigeria. Tinubu ne peut donc pas être là et laisser d'autres personnes prendre le lead d'un certain nombre de choses. Voilà qu'il est président d'exercice. Et donc, il faut qu'il tienne le rang du Nigeria. Ça passe par des actions concrètes. Ensuite, voilà quelqu'un qui veut marquer son temps. C'est-à-dire que lorsque vous remplacez quelqu'un comme Buhari, il a été très influent, très ferme. Donc, c'est pourquoi vous avez vu un discours décapant dès qu'il a pris la présidence de la CEDEAO déjà. Il sait que quand il va toucher à des sujets comme les questions des troisième mandats, les questions de démocratie, de paix et sécurité, eh bien, oui, ça va être remarquable parce que c'est les questions qui font jaser le continent. Mais il y a également que Tinubu, le Nigeria le Nigeria fait partie des pays qui emploient à ce phénomène du djihadisme. Eh bien, même si Aboubakar Shekau est mort, Boko Haram, ses traces ne sont pas encore terminées, parce que Boko Haram n'est pas une sélection spontanée du djihadisme au Nigeria. L'État islamiste arabe est très regardant là-dessus, ça apporte beaucoup de soutien et donc dans le monde entier, vous voyez ce que ça représente. Le phénomène n'est pas éradiqué depuis. Ensuite, ce qui entoure le président nigérian aujourd'hui, tout compte fait, le président nigérian est face à eux, face à Boni et Patrice Talon, face à Bazoum. Bon, quand vous mettez les trois ensemble, c'est presque naturel que ce soit le président nigérian qui prenne le lead. Est-ce que ça signifie que le président nigérian joue les rôles les plus déterminants? Non, pas toujours. Mais vous voyez, celui dont le charisme, celui dont le chapeau peut tracter le mouvement plus vite vers le haut, plus vite vers le port des résultats, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc moi, je crois au leadership de Tinubu. Je pense que ça va apporter lui-même son expérience, mais c'est également le pays dont il porte le chapeau, le Nigeria, qui restera toujours très important dans le dispositif en Afrique, tant pour parler des questions politiques et internes à l'Afrique, tant pour parler des questions de sécurité interne à l'Afrique, tant pour parler des relations entre l'Afrique et les grosses puissances mondiales. Alors, est-ce qu'on peut dire que Tinubu, vient de trouver le filon par lequel mêler Patrice Talon à la sous-région, aux questions sous-régionales? Parce qu'on le voit, Patrice Talon s'est déterminé dans cette dynamique. Oui, Tinubu se rend service à Patrice Talon. Il se rend service d'abord parce que Patrice Talon n'est pas non plus un président en quête
de visibilité ou de leadership, de sensations fortes. D'ailleurs, il a montré depuis qu'il est là que les rencontres au niveau des instances sous-régionales et internationales, ça lui dit pas grand-chose. Et il va jusqu'à dire, je crois qu'on lui a donné la présidence de l'UEMOA et qu'il a décliné l'offre. Et vous savez l'argument qu'il avance, il dit mais il faut que les modes opératoires changent au point que la présidence de l'UEMOA ne soit pas une présidence de nom. Et que lui, si c'est pour rester là sans rien changer de concret dans l'espace économique sous-régional, ce n'est pas la peine. Ça, je ne sais pas si l'UEMOA, depuis son existence, a jamais connu ça. Donc voilà un président qui dit, tant que c'est dans l'opérationnel, tant qu'il y a du concret, moi je suis dedans. Et donc c'est tellement que le président Tinubu a vu en lui quelqu'un qui est accro, qui est focus opérationnel et donc objectif, et donc qui a trouvé, Tinubu aussi, donc qui a trouvé en lui quelqu'un, un homologue, un confrère président, très dynamique, capable d'aller vite à l'action, que de rester dans les discours. Et c'est pourquoi il le met au devant. Et donc, c'est de part et d'autre que ils en tirent profit. Donc, il faut pas positionner Patrice Talon dans une posture de quelqu'un qui était en panne, en quête de sensation, en quête de visibilité, désœuvré en matière de diplomatie sous-régionale, à qui Tinubu vient donner l'opportunité de se faire connaître. Non. Mais au même moment, il faut reconnaître l'humilité de Patrice Talon également, qui comprend que lui qui exigeait déjà, qui à la limite tensait les voisins du Bénin pour dire mais ils ne font pas suffisamment comme ils devraient faire pour que ensemble nous puissions dans la synergie d'action lutter efficacement contre le terrorisme. Vous vous rappelez les premières attaques qu'il y avait eu au Bénin, les réactions du chef de l'État. Et il ne le cachait pas, il le disait même devant les grandes puissances. Pour dire tant qu'on ne va pas être efficace, bon, vous l'avez vu aller vers le capitaine Ibrahim qui dirige le Burkina Faso aujourd'hui. Et les gens étaient étonnés. Et le président Patrice Talon aujourd'hui dans la sous-région, contrairement à ce qu'on peut penser, il est encore le président qui peut facilement parler avec tous les autres présidents et il est visiblement le plus proche, d'accord, de cette nouvelle génération de présidents qui prennent le pouvoir et donc il peut être un peu comme la transition entre la génération Tinubu qui vient être président maintenant, mais qui n'est pas de la génération de ces personnes-là. Donc, le langage que Patrice Talon peut tenir avec ces autres présidents plus jeunes, eh bien, ça peut être différent. Ne soyez pas surpris que sous peu, par le biais de Patrice Talon, par son management, il y ait possibilité que la présidence Tinubu de la CEDEAO puisse reprendre langue diplomatiquement et efficacement avec le Mali. Parce que je suis sûr que pour que Patrice Talon parle à Assimi Goïta, il ne doit pas avoir de problème. Parce que Patrice Talon, il a un côté un peu révolutionnaire, un côté qui veut qu'on avance, qu'on fasse des mutations, qu'on ne soit pas dans les méthodes classiques qui ne sont pas opérationnelles, opérantes. Donc, il pourra parler avec Doumbouya, il pourra parler avec le président burkinabé qu'il a déjà visité. Donc, je pense que autant Patrice Talon gagne du point de vue diplomatie, du point de vue de son efficacité, de son leadership, de l'image de notre pays, autant Tinubu gagne à avoir un élément si sûr, si dynamique, si efficace pour pouvoir avancer. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, nous sommes largement et pendant près d'une heure interrogés pour savoir si Tinubu, au-delà des discours, pourra vraiment faire grand-chose contre le terrorisme, contre les troisièmes mandats et contre les coups de boutoir que reçoit la démocratie dans certains pays en Afrique. Et là, on l'a vu, commencer à se déployer avec cet allié que représente le Bénin aujourd'hui, voilà. Et avec le Niger qui se trouve être totalement englué là-dedans. Oui, c'est aussi une opportunité pour Patrice Talon, n'est-ce pas, après tout ce qu'il y a eu comme bruit diplomatique entre le Bénin et son voisin, le Nigeria. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai coutume de le dire, Patrice Talon est un homme pragmatique. On le sait véritablement dans les actes, dans les actions. Ce n'est pas l'homme, n'est-ce pas, à ressasser, n'est-ce pas, les théories à longueur de journée pour finalement ne rien faire échouer, in fine, dans les différentes stratégies qu'on élabore ci et là. Et donc,
Je vois aujourd'hui Bola Tinubu, le président Bola Tinubu, dans un rôle de grand frère qui confie une mission à son petit frère, le sachant véritablement dynamique. Capable. Et oui, capable et stratège aussi. Et donc, il attend de lui des résultats probants d'ici à là. Et donc, voilà. Donc, le Bénin, il faut le dire, en réalité, notre pays est aujourd'hui devenu comme cette jeune fille que tout le monde cotise parce qu'on nous voit faire. Le Bénin a atteint aujourd'hui un niveau de développement qui sidère beaucoup de nations, alors que beaucoup de personnes, beaucoup de nations, beaucoup de pays ne nous attendaient pas là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc ils se rendent compte effectivement que Patrice Talon est capable des thérapies de choc. Patrice Talon, notre président de la République, est capable, n'est-ce pas, de sortir du néant des solutions les plus pratiques, les plus pragmatiques, les plus efficaces. Et donc, par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Il essaiera, n'est-ce pas, comme il a fait à l'intérieur, le succès qu'il a enregistré, n'est-ce pas, dans son pays, c'est sûr qu'il le transposera aussi de l'autre côté avec les différentes réformes parce que, il faut le dire, grâce à ses actions, et grâce à son feeling, et grâce à son pragmatisme, beaucoup de pays copie aujourd'hui le Bénin, beaucoup de pays s'inspirent du modèle béninois, n'est-ce pas, pour aller implémenter ce modèle-là chez eux. Et donc voilà, par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Patrice Talon réussira à 200% même sa mission. N'est-ce pas, sa stratégie et sa solution fédérera beaucoup d'actions, beaucoup de visions au niveau des autres chefs de l'État. Et donc voilà. Merci beaucoup. Ishola Djigui, un parfait prophète. Vous concluez cette émission. Julien Kitty, j'ai plus envie de vous donner la parole. C'est déjà la fin pour vous. Et bien sûr, le point 7 de cette semaine. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodic Bibi, c'est le pied.